tu touches une corde sensible parce que c'est vrai que c'est très fatigant. Les voyages aussi sont très fatigants, sont épuisants. D'avoir 2 vies, c'est très fatigant. Ça, je le dis aussi justement pour les expatriés. C'est vraiment pas un conseil que je vous donne. Ayez une vie et voyagez beaucoup, comme les cadres par exemple. Mais n'ayez pas 2 vies parce que vous en avez aucune en fait à la fin. Et donc oui, c'est épuisant d'être toujours dans la résistance. Et c'est pour ça que j'ai toujours espoir et je me dis, est-ce qu'on va pas réussir à unir un peu nos forces et qu'on va pas rencontrer des gens qui ont envie de nous aider, qui ont envie de partager ce qu'on fait, que ce soit des volontaires, que ce soit pour nous financer davantage. Parce que bien évidemment, moins on a de conditions financières, moins on a d'argent, et plus ça rend les choses difficiles, plus on est dépendant, plus on... Voilà. Des projets, c'est pas ce qui manque, mais à un moment donné, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Faire le bien, c'est plus dur que de faire le mal. Ce sont les mots de Cédric de Giraudy. Et quand on connaît son histoire, eh bien on comprend mieux pourquoi. Parti au Brésil pour réaliser un film, il s'est retrouvé à cofonder une école, puis à repenser, année après année, sa manière d'agir, de transmettre et de s'engager. 20 ans plus tard, il vit toujours entre 2 mondes, la France et le Brésil, avec cette question en filigrane, comment aider sans s'imposer ? Dans cet épisode, on parle de choix inattendus, d'engagement au long cours, de décalage culturel, de fatigue aussi, mais surtout de persévérance, de liens humains et de tout ce qu'on apprend quand on prend le temps de rester. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go, direction le Brésil. Bon, salut, je m'appelle Cédric et j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Donc parfois je me demande si je suis français, mais j'aime la France et je suis très heureux dans ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire m'occuper, soutenir des enfants qui ont besoin qu'on les aide. Eh ben, génial, bienvenue Cédric. Merci beaucoup merci. de me rejoindre aujourd'hui dans le podcast. On a plein de choses à se raconter, mais puisque tu parles un peu du Brésil, j'ai envie de dire que ta vie c'est presque un scénario de film. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé pour la première fois au fin fond du Brésil ? Alors effectivement, c'est une grande histoire, scénario de film peut-être, en tout cas certainement un livre, il faudrait que je pense à écrire un livre. En fait, ça a commencé par un petit bout de papier. Alors il se trouve que c'est incroyable, mais ce petit bout de papier, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Je l'ai retrouvé tout à l'heure, je cherchais un peu quand même, et puis je suis tombé dessus, j'étais vraiment très heureux. Un tout petit bout de papier sur lequel il y avait écrit un numéro de téléphone et le nom d'une personne. C'était un missionnaire capucin italien, qui œuvrait dans une grande forêt pas très loin de l'Amazonie, dans un petit village très difficile d'accès, surtout en période des pluies. Et ce missionnaire capucin avait besoin de quelqu'un pour montrer son travail, donc il cherchait un réalisateur, quelqu'un pour faire un film. Et en fait, ce petit bout de papier m'a été transmis par un intermédiaire, qui savait que moi j'étais passionné par la vidéo, j'étais en train de faire mes études à l'époque, dans ce secteur. Et donc il m'a transmis ce petit morceau de papier comme ça tout fin, et il y avait marqué ce numéro de téléphone. À l'époque au village il y avait juste une seule cabine qui marchait jamais, mais cela dit, quand j'ai reçu ce morceau de papier, j'ai absolument pas voulu appeler. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette forêt avec des serpents, des araignées au bout du monde, enfin. Tu connaissais le Brésil un peu à ce moment-là ou... J'y avais jamais été. Et non, c'était vraiment l'inconnu. Et puis voilà, puis moi j'avais une vie privilégiée en France. Tout allait bien, tu cherchais pas particulièrement autre chose. Je cherchais pas l'aventure, je cherchais pas à fuir quelque chose. Ouais. donc voilà, donc j'ai laissé passer 9 mois, qui est une gestation en fait. 9 mois pour arriver pour terminer mes études. Et puis finalement, au moment de chercher du boulot après ces 9 mois, je retombe sur ce petit bout de papier. C'est pour ça que je dis que ce petit bout de papier a complètement changé ma vie, parce qu'après, j'ai vécu toute une vie, j'ai eu des enfants qui sont à moitié brésiliens, etc.
Et je retombe dessus et coup de tête, j'appelle. Et alors non seulement le téléphone a fonctionné, en plus le padre missionnaire capucin italien qui voyageait beaucoup était disponible, était là, présent. Donc alors à l'époque quand on appelait, il faut savoir, on tombait sur quelqu'un qui nous passait un messager qui allait chercher la personne au fin fond du village. C'est un village de 1000... Sachant que les appels coûtent la peau des fesses à ce moment-là aussi à l'international, donc t'attends que l'autre il aille faire le tour du village. Non, il m'a dit rappelle dans 10 minutes. Ah ok, d'accord. Alors, j'ai compris, je parlais pas du tout portugais à l'époque, mais je savais un peu, moi j'imaginais que ça pouvait fonctionner, ça puisse fonctionner comme ça. Donc rappelle dans 10 minutes, alors j'imaginais le messager qui court, qui va au fond du village, qui est un grand village, parce que Santa Victoria, à l'époque il y avait presque 2000 habitants. Ah oui, quand même. Et 10 minutes après, je rappelle et je tombe sur ce missionnaire capucin italien. Bon, moi je parle italien parce que j'ai vécu aussi, on peut en parler 14 ans de ma vie justement en Italie. Et donc là il m'a dit non mais j'ai pas de quoi payer un professionnel, c'est pas possible. Et je dis non mais moi je... Et il voulait faire une vidéo sur quoi exactement? Lui en fait il était missionnaire capucin, mais il était hyper indépendant. Et donc il avait son propre groupe de bienfaiteurs qui l'aidaient, qui lui faisaient des dons. Et donc il avait besoin un peu d'une vidéo à la fois pour remercier les gens qui l'aidaient et en même temps pour trouver d'autres personnes pour l'aider. D'accord. Et alors du coup cet appel, comment est-ce qu'il se passe? Et ben alors qu'est-ce que vous en faites? Finalement il me dit écoute, si tu viens comme une expérience, génial, je t'accueillerai. Je vais demander au capucin de te payer le voyage. Comme tu n'auras pas déjà payé l'avion, c'était quand même pas mal. Et puis voilà, super. Quelle est la meilleure période? Il m'a dit c'est la période de novembre, c'est la période sèche. Comme ça, moi, il n'y a pas de souci en voiture, etc. pour rejoindre le village. Et voilà. Et en fait, j'avais absolument aucune autre information à part celle-là. Et t'as quel âge à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'étais déjà bien adulte. J'avais 28 ans. J'ai 28 ans. Et en fait, il m'a demandé de rencontrer une dame très âgée qui l'aidait de temps en temps. En fait, c'est toute une histoire un peu incroyable parce que ce missionnaire capucin avait vraiment toujours des histoires incroyables à raconter. Et donc j'ai rencontré cette dame à Milan. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir un petit peu ce qui m'attendait, ce que j'allais avoir. Où était par rapport à l'aéroport, où j'allais atterrir, où était le village, comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'il fallait que j'amène, voilà, toutes les questions. Il y avait beaucoup d'inconnus dans l'équation. Bien sûr, et puis c'est toutes les questions qu'un Européen se pose quand il part en voyage, la température, le machin, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, qu'est-ce qu'il faut que j'oublie pas. Donc j'étais un peu sur mes questions très terre à terre. Et par contre, cette fameuse Donna Louise, elle s'appelait Louisa, ne m'arrêtait pas de me dire « Mais tu feras attention aux filles, hein, tu feras attention aux filles, hein, attention, hein, tu feras... » Et en fait, on a passé 1 heure à discuter et j'ai jamais compris où j'allais atterrir, ce que j'allais faire et comment ça allait se passer. Et même au moment de repartir en lui disant au revoir, elle me disait « Mais tu feras attention aux filles !» Elle parlait comme ça. « Mais tu feras attention avec les filles, hein !» Je dis « Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ? C'est des sauvages là-bas, qu'est-ce qui m'attend ?» J'étais assez... Donc en fait, elle m'a plus préoccupé qu'autre chose. Et voilà, donc j'ai pris ce billet d'avion. Et à l'époque, c'était 3 avions pour arriver... On est en quelle année à ce moment-là ? On est en 99, début novembre 99. Et donc j'ai pris 3 avions, j'arrive à 2h, à minuit, 1h du matin, bien crevé. Donc en fait, j'arrive pour aller dans un endroit dans lequel j'avais jamais été, pour parler une langue que j'avais jamais parlé, pour rencontrer quelqu'un que j'avais jamais rencontré. Donc c'était vraiment ça faisait l'aventure. Un challenger. C'était vraiment l'aventure. Surtout pour moi qui était quand même très nanti, j'arrivais de mon monde comme ça. Et comment se passent alors tes premiers instants sur place ? Très mal, parce qu'en fait, le padre n'est pas venu me chercher. Et il a envoyé 2 femmes âgées et un gamin de 15 ans pour venir me chercher à l'aéroport après 2 nuits d'avion. Enfin, c'était un parcours du combattant pour arriver. J'étais crevé. Et là, je vois un gamin de 15 ans qui me regarde comme ça et qui se met à rire et tout. Parce qu'en fait, il pensait que ça allait être une personne un peu religieuse ou d'un certain âge. Et puis, il avait arrivé un jeune comme ça. Il a dit, mais c'est génial. Alors, en fait, ils avaient prévu de me faire une nuit en ville pour dormir, pour reposer avant de faire... Parce qu'il y avait encore une journée de route. Et une journée de route pour arriver en ville, dans une autre ville, pour après faire encore 4 heures de route dans la forêt. Voilà. Donc, j'en étais qu'à la moitié de mon voyage. Et finalement, on a pris tout de suite le bus en pleine nuit. Et ce gamin complètement immature, que j'ai rencontré aussi il n'y a pas longtemps au Brésil, on s'est rappelé tous ces souvenirs, et qui me disait, qui n'arrêtait pas de dire, mais alors, t'as combien d'argent sur toi ? Mais ta caméra, elle vaut combien ? Parce que moi, j'étais venu avec ma caméra. À l'époque, c'était des grosses caméras qui valaient beaucoup d'argent. C'était mon instrument de travail pour moi.
Donc j'avais beaucoup investi. Et lui qui disait ça dans un bus au Brésil, heureusement, j'étais pas au courant de tous les braquages qu'il y avait à l'époque, parce que sinon, je pense que je serais reparti directement à l'aéroport et j'aurais pris mon billet retour. Et puis là, il faut imaginer l'ambiance, quoi. Dans le bus, il y avait tous les mecs avec leurs chapeaux de cow-boy et tout ça qui me regardaient du coin de l'œil. C'était vraiment ça. Et là, j'ai compris que j'étais dans un autre monde. Tu te souviens de ce que tu as ressenti justement dans ces premiers instants, dans ce pays que tu connaissais pas du tout? Alors, à ce moment-là, dans le bus, j'étais encore complètement... je savais pas trop où j'étais, il faisait nuit. Puis t'es fatigué j'étais aussi, fatigué, j'imagine. tout ça. Mais quand on est arrivé en ville et que j'ai vu donc Padre Ambrogio qui est venu m'accueillir, en fait, je pensais que comme c'était quelqu'un qui s'occupait d'enfants, très naïvement, je pensais que ça allait être quelqu'un de très tendre, de très accueillant, Et en fait, j'ai découvert un missionnaire capucin, quelqu'un d'extrêmement tendu, dur, nerveux, antipathique à la limite. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ouais, ta caméra, je veux la voir. Elle est où ta caméra ? Comment tu fais des films ? Où est-ce que tu as appris ?» Mais comme ça, on n'arrêtait pas. Un vrai, véritable... Genre, t'as fait bon voyage que d'elle, quoi. C'est véritable interrogatoire de police. Ensuite, on a été chez lui. Alors, il m'a donné un petit bout de fromage à manger, un petit truc comme ça, vraiment des portions toutes petites. Et il m'a dit, ici, on n'est pas là pour rigoler. Nous, on est des gens modestes. Ici, c'est comme ça. Ouah, ça met dans le bain. Ça met dans le bain. Et après, on a pris la voiture parce qu'il nous restait encore les 4 heures de route à faire pour aller au donc village. Lui-même n'habitait pas dans le village. Voilà, il avait un petit appartement, une petite maison en ville, mais voilà, après lui, il habitait le village. Et alors là, pour répondre à ta question, au niveau des sensations, que ce soit dans la ville de Barra do Corda où on est actuellement, ou que ce soit au village, ou toute la route pour aller au village, là, par contre, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de très très fort en moi. C'est-à-dire que tout de suite. C'est-à-dire que là, dans la même minute, j'étais en train de me dire, maman, au secours, viens me chercher, j'ai envie de rentrer à la maison. Et en même temps, je disais, waouh, il se passe un truc absolument fou. Je suis à l'autre bout du monde. Il n'y a pas un touriste. Je suis seul. Je suis privilégié. D'une certaine manière. Je me suis dit, je suis face à moi. Tout dépend de moi. J'ai personne pour m'aider, j'ai pas papa, maman, le petit-fils à papa, fils unique, là il va se devoir se débrouiller tout seul. Et finalement, je suis en train de trouver ça absolument génial. Et je sentais ce bouleversement, pas seulement dans ma tête, mais vraiment à l'intérieur. C'était quelque chose qui m'a pris aux tripes. Et je me suis dit, je suis en train de vivre quelque chose, et je suis sûr que dans ma vie, au minimum, je vais vouloir le revivre encore et encore et encore, parce que c'est une sensation absolument géniale. Une fois que tu as goûté à ça, c'est magique, quoi. Ouais. Ce village, au final, et cette première aventure au Brésil, ça va être le détonateur un peu de tout ce qui va se passer après. À quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, je vais construire quelque chose ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors, ça a mis du temps, parce que ça a mis plusieurs années. Donc en fait, j'ai fait ce film pour ce capucin, qui finalement s'est révélé être un type... oui, bien évidemment, insupportable. Hein. Même dans sa propre communauté religieuse, personne ne le supporte. C'est quelqu'un qui a toujours... oui. Après, j'ai travaillé avec les Capucins. Il se trouve que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec les Capucins à Milan, donc ils m'ont tous raconté et tout ça. Mais c'était le genre de personne où pendant le même instant, vous aviez envie à la fois de le... Comment je pourrais dire pour être gentil ? Mais vraiment de s'énerver très fort avec lui. Ouais. Et en même temps de l'embrasser très très fortement, parce qu'il avait cette énergie tellement positive pour aider les autres. En fait, moi je suis pas religieux, je suis on va dire agnostique, etc. Mais c'est la seule personne que j'ai rencontrée au monde qui m'a fait croire que peut-être il existe un Dieu et que peut-être que ça vaut la peine d'être un religieux, d'être dans la religion. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui passait pas ses journées à prier du tout. Au contraire, c'était même son dernière activité. Tout d'abord, il était agriculteur, il était... Dans l'action. Dans l'action. Il était apiculteur, il était arracheur de dents, il était médecin. Enfin, c'était un type absolument incroyable. Au village, c'était l'icône du village. Enfin, c'était lui qui faisait vivre le village à travers toutes ses actions, tous ses projets. Donc, c'était vraiment, vraiment fantastique. Donc, on a appris à se connaître. Il a vu que j'étais sérieux, que voilà, que je faisais le film. On s'est un peu, ça n'a pas été simple au début, même sur la façon de faire le film et tout ça. Mais c'était super. Et puis à la fin, donc j'ai fait le film, je suis rentré à la maison, il a trouvé le film super. Et tous les ans,
je revenais pour faire des films, pour faire des images, pour faire des photos, etc. Génial. Et puis, il est décédé le 12 juin 2004. Et là, je savais qu'il ne serait pas remplacé, parce qu'aujourd'hui, les capucins, c'est très rare qu'on envoie des missionnaires comme ça au fin fond de la forêt pour aider les gens. Non, aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment. Et malheureusement. Et donc, je savais qu'il ne serait pas remplacé et que cette école, entre autres choses qu'il avait fait, il avait fait une école merveilleuse. Et je savais que cette école allait fermer ses portes. Tu peux nous parler de cette école, justement, parce que on l'a pas vraiment définie, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Alors, l'école que lui, il avait construite, c'était une école de 80, oui, c'est ça, à peu près, même un peu moins, nous, on avait plus que ça, mais à peu près 60 enfants pour les enfants du village. En fait, il se trouve qu'au Brésil, à l'époque, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école publique avant l'âge de 6 ans. Donc, en fait, ils arrivaient à 6 ans, ils savaient même pas ce que c'était que se lever le matin tôt. Et donc, c'était pratique d'avoir... Dans le village, il y avait une école publique de très mauvaise qualité, mais il y avait une école publique. Mais les enfants ne pouvaient pas y aller avant l'âge de 6 ans. Donc, en fait, lui, il avait ouvert une école pour les enfants de 3 à 7 ans, 8 ans, etc. Voilà. Et c'était super mignon. À l'époque, ils avaient ils avaient tous un petit bonnet, un petit chapeau. Ils étaient tous habillés pareil. Enfin, c'était vraiment, vraiment super, super sympa. Et je pouvais pas imaginer que cette école ferme. Alors, je savais très bien que je n'avais pas les qualités pour confesser les gens, pour arracher les dents. Mais je me suis dit quand même, il faudrait que je fasse quelque chose pour que cette école ne ferme pas, ne serait-ce que par amitié pour tout ce qu'il m'avait transmis, pour toute cette énergie incroyable qu'il m'avait passée et que encore aujourd'hui... Pour honorer son héritage. Ouais, pour honorer son héritage et voilà. Et donc là, j'ai commencé à voir un petit peu comment on pourrait faire. Et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte, de façon probablement encore une fois très, très innocente, que vouloir faire le bien, ça n'ouvre pas toutes les portes et ça n'ouvre pas tous les bras. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrive et qu'on dit, bah voilà, moi je vais faire une école dans votre village, on va continuer l'école du missionnaire dans le village, que d'un seul coup les gens vont vous aider, et en tout cas pas au Brésil. Et je me suis retrouvé finalement avec quelques ennemis, alors j'avais jamais eu d'ennemis dans ma vie, avec la politique là-bas qui est très très forte et très très corrompue, et donc je me suis retrouvé avec comme ça plein de soucis, à tel point que la seule façon pour arriver à ne serait même pas continuer son école c'était déjà fini, mais au moins pouvoir en recréer une autre, il fallait que j'aille vivre sur place. Okay. Et à partir de là, donc, on a ouvert cette école comme on a pu. Ça n'a pas été facile. J'ai créé une association en France. Et puis, la famille, les amis de la famille des amis. Comme ça, on a tout recommencé à zéro. On a d'abord inscrit les enfants les plus jeunes, 3-4 ans. Et puis, au fur et à mesure des années, les 3-4 ans montaient de classe. Et puis, on en inscrivait d'autres. Et puis voilà, ça a été vraiment... pour moi, une aventure complètement dingue parce que j'y connaissais rien en humanitaire, en développement social. J'y connaissais absolument rien en pédagogie. J'ai jamais aimé l'école. Il faut savoir quand même que j'ai jamais aimé les enfants non plus à l'époque. Les enfants, moi j'avais 30 ans, j'en avais rien à faire. Mais tu te sentais investi d'une mission quand même. Mais je me sens... Un truc qui te dépassait d'une certaine manière. À tel point que mes amis me disaient, mais Cédric, face à tous les problèmes que je rencontrais, toutes les barrières que je rencontrais... face à moi, mes amis et ma famille me disaient mais arrête, quoi, c'est pas grave, tant pis, t'as essayé. Et certains me comparaient à Jeanne d'Arc dans le côté fou, quoi. C'est-à-dire que mec, t'as des visions, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vraiment t'es obligé de faire ça? En plus, il se trouve que j'avais quand même un métier qui me rapportait vachement bien. Je gagnais énormément, je gagnais très bien ma vie. Je faisais ce que j'aimais. C'est-à-dire des films, j'avais fait un bouquin, etc., de photos, enfin bon, tout allait très très bien pour moi, et d'un seul coup, j'ai tout laissé tomber. Ma fille avait 3 mois, et on l'a emmenée au Brésil, on n'avait même pas de maison où loger, et on est arrivé comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais en tout cas... C'est incroyable. C'était un peu fou, ouais. C'est incroyable. Et alors, tu m'as dit... Tu as échangé avec Anne-Sophie en amont de l'enregistrement de cet épisode. Anne-Sophie qu'on salue d'ailleurs au passage. Et tu lui disais que faire le bien, c'est plus difficile que faire le mal, surtout dans l'humanitaire. Est-ce que tu peux, je sais pas, me donner des exemples, en fait, me parler un peu de cette phrase, de ce ressenti? Alors, coucou Anne-Sophie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, je peux pas le généraliser parce que j'en sais rien. Ça se trouve, c'est pas du tout pareil en Afrique. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que c'est pas pareil en Afrique. C'est peut-être pas pareil en France et dans d'autres pays. Mais en tout cas, là où moi j'étais, qui encore une fois est je considère comme le Far West, un Far West brésilien.
C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort, c'est la corruption, c'est... en fait, il se trouve que... Les chapeaux de cow-boy. C'est ça, les chapeaux de cow-boy, mais tout à fait. Il y a les lanceurs comme le rodéo, il y a les rodéos, il y a les braquages aussi à la diligence, c'est-à-dire que je me suis déjà fait braquer dans un bus avec le pistolet, comme dans les westerns, pistolet sur le cou, etc. Donc on est vraiment Far West. Hein. C'est vraiment la loi du plus fort. Il faut être voilà. Et il faut s'imposer. Il faut et c'est vrai que les politiques, la politique, les politiciens ont essayé un petit peu de voir qu'est-ce que je venais faire. Comme j'étais français. Les gens pensaient aussi que je n'avais pas besoin d'aide et qu'à partir du moment où j'étais français, c'est que forcément j'étais riche et que forcément j'avais des appuis. Beaucoup de personnes aussi disaient c'est bizarre. Est-ce que vraiment il est pas en train de faire ça pour gagner du fric ou pour gagner autre chose? On questionne tes intentions, quoi. On questionne mes intentions. Donc en fait, il a fallu véritablement que je fasse complètement mes preuves, beaucoup plus que si j'avais trouvé un boulot en France, quoi. Enfin. Encore une fois, moi j'étais hyper naïf et je pensais qu'on allait m'aider, qu'on allait m'aider pour construire une école parce qu'il fallait en reconstruire une, parce que voilà. Et non, en fait, il a fallu véritablement que je me débrouille tout seul. En plus, ce qui m'a manqué énormément, et je crois que ça c'est intéressant aussi pour tout ce qui est français de l'étranger, etc. Ce qui m'a manqué énormément, c'est un partenaire brésilien sur place. Ouais. C'est-à-dire en fait une personne quelqu'un avec qui tu peux co-construire. Et tu pars pas complètement de zéro ? Non, surtout quelqu'un qui va m'apprendre véritablement, pas en tant que touriste, mais en tant que travailleur, ce qui n'est pas pareil, quelles sont les différences culturelles. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut faire, En plus, moi, j'étais jeune, donc j'étais un peu rentre-dedans. Donc voilà, j'ai commis certainement beaucoup d'erreurs qui ont fait que les gens ont pu se braquer éventuellement contre moi au lieu d'ouvrir leurs bras. Et je pense que si j'avais eu quelqu'un à l'époque qui m'avait expliqué un petit peu les choses à faire, à pas faire, à dire, à pas dire, et comment fallait s'organiser, la patience qu'il fallait avoir dans certains moments, probablement que j'aurais pu gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Ouais. Et tu me disais, je fais un tout petit aparté, tu disais du coup que tu es venu t'installer avec ton aîné qui avait 3 mois, c'est ça que tu m'as dit ? Alors mon fils, lui, il avait déjà 4 ans à l'époque, je crois, et ma fille, elle avait 3 mois. Ouais. En fait, on a voulu qu'elle naisse en France avant d'aller vivre l'aventure. Ouais. Donc du coup, vous étiez aussi une famille française qui venait s'installer pour construire au Brésil. Alors erreur, en fait, la mère de mes enfants, donc on n'est plus ensemble, la mère de mes enfants est du village en fait. Elle les avait rencontrés avant. Ah, génial. Je l'avais rencontré avant. Attention aux filles, Cédric. Ouais, c'est ça, bravo. Belle répartie, c'est exactement ça. Et donc voilà. Donc en fait, elle était venue en France me rejoindre. Ma fille Jamily est née. Et en décembre et au mois de mars, on partait s'installer en ville parce que je voulais quand même que les enfants soient en ville. C'est une ville dont dépend le village parce qu'au Brésil, dans les villages, il n'y a pas de maire en fait. Ils dépendent des villes. Donc c'est absurde parce que par exemple, ce village est à 4 heures de route de la ville, quoi. Donc la ville qu'il est censé l'administrer. Ça vous laisse imaginer un peu les difficultés aussi pour administrer un village à 4 heures de route. Ouais, c'est clair. Voilà. Tu le disais tout à l'heure aussi, toi qui n'aimais pas l'école, ça ne t'intéressait pas, tu n'aimais pas ça, mais tu as créé d'une certaine manière l'école de tes rêves. Aujourd'hui, du coup, elle ressemble à quoi cette école ? Et peut-être comment est-ce qu'elle a évolué, tu vois, du moment où tu as repris le projet ? Il s'est passé 20 ans déjà, c'est ça, hein ? Du coup, ça ressemble à quoi aujourd'hui ? Comment est-ce que tu t'y es pris ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure ? Alors, effectivement, là, en fait, il s'est passé 20 ans. Les 10 premières années, on a fait cette école au village. Cette école, elle a complètement dépassé toutes mes attentes au niveau des résultats. Au début, je n'avais même pas d'attente de résultats. Je ne m'étais pas fixé d'objectif. Le but, c'était vraiment... Oui, ce que j'allais dire, c'était quoi tes objectifs ? Le but, c'était vraiment de faire une école et de faire en sorte que ces enfants puissent continuer à aller à l'école. Mais je ne m'étais pas fixé d'objectif parce que je ne savais même pas dans quoi je me lançais. Je ne savais même pas ce que c'était que faire une école. Je faisais un peu comme ça au quotidien, quoi. J'ai appris vraiment sur le tas. J'ai recruté des profs, mais qui n'étaient pas profs, mais qui étaient des gens du village. Et j'ai découvert d'ailleurs des talents, ce qui était absolument génial. J'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que j'ai rencontré des gens merveilleux, 2-3 personnes surtout, qui vraiment ont fait la différence et qui ça a permis qu'on unisse nos forces et qu'on ait des résultats formidables grâce à eux, et qui m'ont fait aussi comprendre à travers leur façon d'enseigner où est-ce que moi je voulais aller. Et donc en fait, au fur et à mesure, j'ai compris un petit peu ce que je voulais,
Et alors on a eu des résultats incroyables. Les enfants qui ont participé à cette école au village pendant 10 ans, aujourd'hui elle est appelée la génération en or. C'est des enfants qui savent tous lire, écrire, qui ont reçu une culture internationale, nationale. On faisait des fêtes culturelles. On a fait revivre le village à travers plein d'activités qu'on faisait dans le village. On a refait revivre le défilé du 7 septembre au Brésil. C'est comme le 14 juillet en France. Et donc les Brésiliens sont très attachés à toutes leurs traditions et on a repris le défilé traditionnel qui sont faits dans les écoles publiques normalement brésiliennes. Et au village, ça n'a pas été fait, ça n'était pas fait depuis très très longtemps. Et donc on a repris tout ça. On avait acheté des instruments de musique pour pouvoir avoir une fanfare, voilà, une parade, etc. Donc ça a été génial. On a fait plein de choses comme ça, absolument, vraiment, vraiment merveilleuses. À l'époque, il n'y avait pas Internet pour montrer tout ça, mais j'ai filmé bien évidemment. Et puis voilà. Donc se termine cette période de 10 ans. Pour des raisons personnelles et fonctionnelles, j'ai décidé d'arrêter. Je sais pas si on va en discuter maintenant, mais ça me paraît un peu long. Mon association existait encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre en France ou alors je tente quelque chose dans la ville de Barra do Corda, qui est donc la ville qui est rattachée, dont le village est rattaché. Dont dépend voilà. le village. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que finalement, les enfants des rues, dans les villes, affrontent des difficultés beaucoup plus fortes que les enfants des villages. Les enfants dans un village, quand il a faim, il y a son voisin, ils peuvent s'amuser dans la rue, il y a pas de risque. Alors qu'en ville, un enfant qui va pas à l'école, qui étudie pas, il peut vite tomber dans la délinquance, surtout au Brésil, peut vite tomber dans la drogue, dans la prostitution, etc. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et alors en fait, j'ai fait 2 premières années avec comme ça. Je voulais faire comme j'avais fait au village. Ça veut dire j'ai loué une maison. On a loué une maison. On a fait des travaux. On a payé quelqu'un pour faire la nourriture des enfants, pour tout le machin. Et puis finalement, les enfants ils venaient pas parce qu'en fait, on était obligé de leur donner des cours en dehors de leurs horaires d'école normale. Eux, au Brésil, ils vont en cours par demi-journée. Et nous, on faisait les cours le matin. Donc ceux qui venaient l'après-midi auraient dû venir chez nous le matin. Mais le problème, c'est que les enfants qui ont le plus besoin d'aide, les enfants qui ont le plus de retard scolaire, c'est justement des enfants qui déjà ont du mal à aller à l'école quand c'est obligatoire. Alors imagine quand c'est pas obligatoire et que c'est juste des cours de soutien. Donc finalement, je me rendais compte qu'on dépensait beaucoup d'argent, mais qu'on n'avait pratiquement pas d'enfants qui venaient régulièrement. Alors là, encore une fois, dualité, qu'est-ce que je fais ? Je rentre en France ou... Et là m'est venue une idée absolument incroyable qu'on pourrait, je pense, jamais faire en France parce que malheureusement on vit dans un pays merveilleux en France, mais qui est très très contrôlé, quoi, c'est normal, je le critique pas. Mais l'idée qui m'est venue, c'est d'aller voir des directrices d'écoles publiques, qui étaient nos voisines d'ailleurs, et de leur dire, écoutez, tous ces enfants là dans votre salle de classe qui sont les derniers de la salle de classe. Chez nous, en France, ils sont à côté du radiateur. Bon, là, au Brésil, ils sont à côté de la fenêtre, on va dire. Ouais. Mais tous ces enfants-là qui ont accumulé tellement de retard et dont plus personne ne croit, eux-mêmes d'ailleurs, eux-mêmes les enfants sont les premiers à plus y croire et à plus avoir confiance en eux, ça c'est clair. Mais la société ne croit plus, leurs propres profs ne croient plus et leurs propres parents non plus. Et bien, tous ces enfants, si vous nous donniez une salle, on les réunit. Et moi, je vous promets qu'à la fin de l'année, on les récupère et on leur donne une dernière chance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, les directrices ont dit oui. J'étais un peu surpris. Je pensais pas que ça allait se faire aussi facilement. Et pourquoi tu penses que ça aurait pas marché en France, ça ? Bah, t'imagines, qui je suis, moi, si demain j'arrive en France dans n'importe quelle école, que je connais pas la directrice, et je lui dis coucou, je suis Cédric, donnez-moi tous vos élèves là, qui sont à côté du radiateur, je les réunis. On questionnerait un peu tes intentions. Bah quoi. Ouais, puis je pense qu'on n'a pas le droit, même. Je pense qu'au niveau des lois et tout ça, j'ai pas le droit d'intégrer une école et de. Après, il faudrait s'informer, mais je pense pas que j'aurais des. Mais t'avais quand même le bagage de cette première école, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sortais pas non plus de nulle part, t'avais quand même une expérience. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, eux, ils me connaissaient pas. Je veux dire, le bagage que j'avais au village, c'était au village, hein, j'étais complètement inconnu à leurs yeux, donc elles m'ont dit oui. Et donc, on était dans 2 écoles, on avait une salle de classe dans chaque école, on a commencé tout doux. Et là, je me suis rendu compte, Anne-Fleur, de la proportion complètement folle de mon idée. C'est-à-dire que j'avais pas réalisé
que réunir 12 enfants, que 12, hein, mais 12 enfants qui sont parmi les pires enfants de l'école publique où il y en a à peu près entre 800 et 1000 inscrits, dans une salle, ça allait être aussi compliqué, quoi, aussi impossible. Bah ouais. Parce qu'en fait, t'en as 6 qui sautent sur la table et qui sortent, qui veulent rien savoir, et t'en as 6 qui sont couchés sur la table, qui dorment et que t'arrives pas à motiver. Et là, je me suis dit, waouh, super. Alors là, moi qui aime bien les challenges. Les challenges. Là, mon gars, il va vraiment falloir que tu sois 2 fois plus fort que tu l'as été pour l'école pendant 10 ans, où déjà il a fallu apprendre. Là, tu vas apprendre 10 fois plus. Il va falloir aller très très vite, parce que sinon on va te prendre pour un grand guignol de dire « Coucou, donnez-moi vos enfants les plus en difficulté. » Je m'en occupe. Et je m'en occupe. Et donc, pour revenir à ta question, c'est là qu'au fil des années, c'est construite une méthodologie. Et parce qu'il fallait absolument que pour que ces enfants soient intéressés à étudier, premièrement, deuxièmement, pour qu'ils croient en leur chance. Tu sais, c'est des enfants à qui toute la journée on dit fais ça, tu vaux rien, t'es nul en maths, t'es nul en portugais, donc tu vaux rien. Et à un moment donné, t'es face à des enfants. Oui, ça s'ancre dans ta tête et tu commences à y croire. Exactement. En fait, en tant qu'enfant. Psychologiquement, ils sont complètement à plat. Complètement. La seule chose qu'ils pensent, c'est qu'ils vont soit être footballeurs, soit eux aussi vont faire des braquages et qu'ils vont voler les gens. On a eu plein d'enfants qui disent moi, plus tard, je voudrais être voleur, quoi. Je vais voler l'argent parce que de toute façon, je sais pas faire autre chose, je saurais rien faire d'autre. Je pourrais rien faire d'autre, quoi. Donc, il a fallu absolument trouver des idées pédagogiques et autres pour faire en sorte que ces enfants soient motivés, qu'ils retrouvent le sourire, l'envie d'apprendre, qu'ils aient envie d'aller à l'école, et puis qu'on ait des résultats, quoi. Et c'est là qu'effectivement c'est développé. Et alors, comment tu la développes, cette méthodologie ? En quoi elle consiste ? Eh ben, alors déjà, c'est une question d'accueil, d'écoute, d'avoir envie. Parce que tu le sais, même dans nos écoles à nous, des fois, on a des profs. Moi j'en ai eu des profs dans ma scolarité. C'est pour ça que j'aimais pas l'école. Moi, j'ai rien contre l'école en principe, mais j'ai trouvé pas mon compte parce que je m'ennuyais, parce que je trouvais que ça manquait de sensibilité, parce que la façon dont les cours étaient donnés, c'était pas intéressant. Donc en fait, on essaye de faire absolument justement tout le contraire de tout ça. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des enfants. On essaie de comprendre quel est le problème. Toutes nos éducatrices ont l'obligation d'aller visiter les familles pour comprendre d'où vient le problème. Parce que c'est-à-dire que si tu as un enfant qui est insupportable devant toi, c'est difficile des fois d'avoir de la patience. Mais quand tu vas visiter les conditions dans lesquelles il vit et tout ce qui est en train de se passer dans sa famille, alors là, tu as des clés de compréhension. Forcément, tu changes complètement ton regard sur lui. Et là, et lui, il le sent. Et lui, il le sent que ton regard a changé sur lui. Donc en fait, c'est un mélange de tout ça, de tendresse, d'amour, d'écoute, de règles. On a des règles très très strictes. C'est des enfants qui souvent justement du fait qu'ils vivent dans la rue, des fois ils n'ont pas de parents, ils vivent chez les grands-parents, donc ils sont habitués à faire ce qu'ils veulent. Ils sont en fin fond de leur salle de classe de leur classe, pardon. Donc personne ne leur dit quoi faire, les profs ne leur donnent aucune attention. Donc il faut les remettre en route aussi à partir de tout ce qui est règles, savoir se comporter, parler, leur donner un cadre. Donner un cadre. Il y a plein d'enfants, par exemple, qui arrivent chez nous qui sont très bruts, mais en fait, ils sont pas bruts parce qu'ils le sont naturellement, mais c'est pour se défendre vis-à-vis des autres. Et quand ils comprennent que chez nous... Une façade. Exactement, ouais. Et quand ils comprennent que chez nous, ils sont protégés parce qu'il y a des règles, d'un seul coup, ils s'adoucissent et ça deviennent des personnes complètement différentes. Là, c'est dingue. Donc on fait ça, on fait de la méditation aussi, on pratique la méditation, on fait des cours d'empathie, on développe les cours de culture et art, on appelle, ça veut dire quoi, à travers la créativité, à travers tout ce qui est manuel, à travers aussi même la capoeira, par exemple. On motive les enfants à aller à l'école, à se rendre compte que l'école, c'est pas seulement les maths et le portugais, et que s'ils sont bons en dessin, s'ils sont bons en... Ça compte aussi. Voilà, exactement. Ouais, ça compte aussi, et qu'ils sont pas nuls, et que tout le monde a des qualités, et qu'eux aussi ils en ont, et que c'est certainement pas une question d'intelligence. Donc en fait, notre but à nous, c'est vraiment aussi de détecter quels sont les points forts de chaque enfant pour pouvoir leur montrer
et travailler sur ses points forts. Parce qu'à partir du moment... Et d'ailleurs, c'est terrible parce que au début d'année, quand on reçoit les enfants, alors on a eu des enfants très rebelles, c'est très agité, etc. Et puis quand on vient à la moitié de l'année, on se rend compte qu'ils ont complètement changé et ils sont complètement différents parce qu'en fait ils se sont ouverts. Et ça c'est génial parce qu'en fait pendant 3 mois, le but c'est vraiment qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de rester chez nous. Et après le reste, une fois qu'ils sont ouverts, alors là on peut inculquer les maths, le portugais et tout ce qu'on veut. Mais ça sert à rien de vouloir forcer avec des matières courantes un enfant qui a tellement de problèmes. Pour lui, étudier, ça peut pas être la priorité. C'est pas la priorité, ouais. Mais c'est super intéressant, bravo. C'est passionnant. Comment est-ce que parce que du coup, c'est des familles, des enfants aussi qui n'ont pas vraiment de ressources. Comment est-ce que tu finances du coup tout ça ? Alors tout ça, c'est financé par une association que j'ai créée en France, qui s'appelle l'association Santa Vitória, du nom du village à l'époque. Donc on a vraiment des moyens très limités, parce que c'est toujours resté un peu à l'état embryonnaire, c'est-à-dire la famille, les amis, des fois ça s'est un peu élargi. De temps en temps, il y a une entreprise qui nous a financé, malheureusement avec la pandémie, elle a arrêté de nous financer. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu au niveau du budget un peu limite. Mais voilà, donc on est financé par des dons privés à 99%, enfin aujourd'hui même à 100%, et on essaye de survivre comme ça. Voilà. Donc par contre, les enfants, les familles savent que quand elles vont chez nous, l'enfant n'a même pas besoin de prendre son cartable qui est aussi au Brésil très très lourd, c'est complètement absurde. Et chez nous, ils ont tout le matériel scolaire, ils ont toute l'assistance, on leur donne aussi un uniforme, au Brésil c'est obligatoire, donc ils ont un petit uniforme sympa, et on leur donne à manger. On organise aussi des petits déjeuners de temps en temps. Voilà une méthodologie toute bête. On organise de temps en temps un petit déjeuner. Alors c'est génial parce qu'en fait, chaque enfant amène un petit peu quelque chose. Ceux qui n'ont rien à amener, c'est pas grave. On leur dit surtout c'est pas grave. Et puis après, on apprend à partager. Ceux qui ont, donnent aux autres. Et non, ça crée une super ambiance. Et puis après, à la fin, on leur apprend à nettoyer, on leur apprend à passer le balai. Les garçons comme les filles, parce qu'il y a un machisme très fort au Brésil. Donc, au début, on a toujours des petits gars, des gars qui nous disent, des gars de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui nous disent, mais non, mais moi, je fais pas ça à la maison, mais pourquoi je vais faire ça chez moi? Je fais ça à l'école, pardon. Non, tu vas le faire. On a une éducatrice qui est géniale, Fernanda, qui est hyper autoritaire là-dessus. Et donc, ils apprennent à nettoyer, à balayer après avoir mangé, et voilà, tout ça crée en fait des liens presque familiaux au sein de la mission, qui font que les enfants à 95%, ils sont super contents d'aller chez nous. Alors en fait, comment ça se passe? Je t'ai pas expliqué. En fait, une semaine, les enfants sont retirés de leur propre salle de classe. Ok. Ils restent avec nous au lieu d'aller dans leurs cours normaux, officiels. Et la semaine d'après, ils retournent dans leur salle de classe normale, et nous, on prend d'autres enfants. Donc, on travaille en tout avec pratiquement 90 enfants, 45 et 45. Ah la vache. Donc, c'est quoi? C'est des rotations tous les 15 jours, du coup? Toutes les semaines. Une semaine. Enfin, toutes les semaines, t'allais... D'accord. Super. Semaine, ok. Ouais. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, t'es arrivé la première fois au Brésil, t'avais 28 ans. Du coup, si mes calculs sont bons, tu dois pas être loin de 48, puisque ça fait une vingtaine d'années que c'est arrivé. Tu disais que t'avais un caractère aussi très franc et que t'as dû t'adapter d'une certaine manière à une culture un peu plus douce. Est-ce que, enfin, moi, je suis jamais allée au Brésil, donc je veux pas dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui? Comment est-ce que le Brésil finalement t'a transformé intérieurement? Vous avez 4 heures. Alors écoute, déjà j'ai plus de 48 ans parce qu'en fait t'as compté 20 ans à partir du moment où j'y suis allé la première fois. Ah, du décès du... C'est ça. Oui. Alors qu'en fait ça fait 20 ans d'école. C'est la 21e année. Et donc il y a eu les années avant où j'y allais en tant que touriste, quoi, encore. Voilà. Mais et alors tu m'as dans ta question, tu parles de douceur du Brésil, c'est ça?
Que ça t'a appris à être plus doux. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. À travers les enfants, peut-être, à travers ce que je fais. Ouais. Oui, alors c'est T'as pas l'air convaincu. C'est un mélange, parce qu'en fait, ici, c'est comme je t'ai dit, au Brésil, c'est rude quand même là où on est. C'est le Far West, donc ça m'a appris justement à être beaucoup plus ferme. Et ouais, il y a des fois c'est chaud quand même. Ce que ça m'a vraiment apporté, ça m'a apporté un bagage et un diplôme sur le terrain par rapport à l'éducation humain bien évidemment, humain tout à fait, ouais. Et aussi par rapport à la culture brésilienne, c'est même tellement fort que il y a des fois des gens qui sont nés là où on est, qui étaient enfants, qui ont passé leur enfance là où on est nous, après qui sont partis ailleurs. Et quand ils reviennent, quand ils me voient parler avec ces gens-là, ils me disent que moi, en fait, je comprends beaucoup mieux leur propre culture qu'eux-mêmes, parce qu'ils sont partis loin. Et en fait, j'ai fini par acquérir. J'arrive même plus à parler français, tu vois. Je viens de rentrer, il faut dire. Je viens de rentrer il y a pas longtemps. En fait, si tu veux, quand tu pars comme ça, dans un endroit où il n'y a pas de Français de l'étranger, il n'y a pas de colonie française, t'es le seul étranger, t'es vraiment au bout du monde, t'es la première énorme ville, vraiment, elle est à une journée de route, t'es obligé de tout faire comme eux. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je me suis dit dès le premier voyage. La première fois où je suis parti, je me suis dit, Cédric, c'était vrai, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, enfant gâté, etc., parce que fils unique et tout ça, mais c'est vrai aussi que la première fois où je suis parti, je me suis dit, si tu y vas, tu le fais bien, et tu le fais correctement, et tu t'adaptes à toutes les situations. Donc tu manges tout ce qu'on te donne à manger, et tu participes à tout ce qu'on te demande de participer. Je crois que c'était une espèce de règle que je m'étais fixée, mais qui finalement était très naturelle chez moi, peut-être parce que j'avais déjà vécu ailleurs, à l'étranger, etc., mais en tout cas, je supporte pas trop le côté expatrié qui va et qui veut enseigner aux autres sa culture et ce côté supérieur. Qui veut partager sa bonne parole. Exactement. Parce que je crois que si mes expériences à l'étranger m'ont appris quelque chose, c'est que vraiment, il n'y a pas de personne n'est meilleure que personne, quoi. Mais vraiment. Chacun peut apporter quelque chose. En discutant avec ces familles qui sont des familles complètement démunies, j'apprends énormément de choses. C'est ça, c'est un échange. C'est pas un truc unidirectionnel, genre où tu donnes. Ça va dans les deux sens, en fait. Il y a peut-être un don matériel d'une certaine manière dans une direction, mais tu récupères en fait beaucoup sur le plan humain. Enfin, c'est l'impression que j'ai dans ce que tu racontes. Ouais. Bon, c'est pas qu'un don sur le plan matériel, parce que nous, en fait, on fait un don aussi sur le plan éducationnel. Bien donc sûr. C'est le meilleur. Je pense d'ailleurs que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à des enfants, surtout des enfants en difficulté scolaire. Mais oui, c'est ça, tout à fait. C'est un échange. Ils m'ont apporté beaucoup plus que peut-être je l'aurais apporté. Ça m'a changé. Ça a changé mon point de vue sur la vie, même sur la politique, sur la façon de voir les choses. Ouais. C'est génial. Ouais, ça m'a fait grandir, bien évidemment. Ouais. Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Alors, Cédric, avant qu'on continue, je te propose qu'on fasse un petit intermède de Fire Question. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Si vous souhaitez donner à son Oui, c'est ça, ouais, super. Mais comment j'ai pu ne pas y penser? Mais en tout cas, est-ce que tu sais ce que c'est les Fire Questions? Non. Pour rebondir sur ce que je viens de dire, je mettrai de toute manière le lien de l'association dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus et que vous voulez soutenir Cédric dans son travail avec ses équipes et les enfants. Vous pourrez trouver toutes les informations en question. Les Fire Questions, en fait, je vais te poser quelques petites questions rapides. L'idée, c'est que tu y répondes avec spontanéité, avec le cœur. C'est plus un portrait en touche, je dirais, qu'un vrai quiz. Ready? Un moment où tu t'es senti complètement à ta place et tu t'es dit, le Brésil, c'est chez moi. Enfin, c'est chez moi. C'est ici, en tout cas, que je veux construire mon futur. Peut-être au moment où j'emmenais mes enfants à l'école au Brésil, dans leur propre école à eux. Ah ouais? Bah raconte. Ah bon, d'accord. Ah, bah, je pensais qu'ils étaient comme ça et puis après on passait à l'autre Fire. Oui, mais Question. du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Ah bon? Non, mais je sais pas, parce que c'est vrai que comme ça, bon, j'ai pas voulu y réfléchir plus.
J'ai cette image où quand on habitait au Brésil, on avait notre maison et que j'emmenais à vélo mes enfants à l'école au Brésil. Et voilà, je me sentais complètement brésilien, à ma place. J'étais bien, quoi. Ouais. Trop bien. Un mot portugais que tu ne sais pas vraiment traduire, mais que tu ressens. Toi, d'ailleurs, tu disais que tu parlais pas portugais avant d'arriver au Brésil la première fois. Un mot portugais, oh là là, c'est le genre de truc comme ça qui me, qui me stresse tellement. Je suis désolée. Le mot le plus fameux brésilien, c'est saudade. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai jamais fait le portugais. Je vais le prononcer un peu plus à la française encore. Je vais dire saudade. Ça te dit rien? Ah non, mais alors moi, je suis allemand LV1, si tu veux, c'est dramatique. Ouais. Alors, saudade, ça veut dire nostalgie, mais nostalgie, eux, ils le traduisent par nostalgie. Saudade, c'est quelque chose qui te prend encore plus. C'est vraiment quand tu as vraiment le manque de quelqu'un, c'est le manque en fait, très profond de quelqu'un, de quelque chose. Donc c'est un très très joli mot, je trouve, de la langue portugaise qui n'existe pas en français. Saudade, ok. Eh ben écoute, merci. Est-ce que, au cours de toutes ces années à vivre entre la France et le Brésil notamment, c'est quoi les plus gros... est-ce que tu as une anecdote d'un plus gros malentendu culturel que tu as vécu? On en a tous vécu. Un jour, quand justement je devais aller faire un film et j'avais besoin d'une... Non, c'est ridicule. J'avais besoin d'une bougie et en fait, la bougie, je l'ai appelée... J'ai dit, j'ai besoin de brûler une bougie, brûler un cierge en fait, pour le film que j'étais en train de faire. Et donc j'ai dit, vou precisar queimar uma velha. Sauf que le mot en fait c'est vela et c'est pas velha. Okay. Et velha, ça veut dire une vieille. Donc en fait je leur ai demandé, je leur ai dit que j'avais besoin de feu, j'avais besoin d'un briquet parce que j'avais besoin de brûler une vieille. Donc ça a créé un moment, comme c'était en plus à mes débuts et que les gens me connaissaient pas tellement, ils se disaient mais qui c'est celui-là quoi. Voilà. Bon. Après, petit flottement. Voilà, petit flottement. Après des malentendus, il y en a eu beaucoup. Alors si, mais je te dis, c'est vraiment pas des choses très positives. C'est des choses qui sont un peu rudes. Par exemple, une fois, j'avais laissé au village un peintre. Il devait venir mettre du vernis sur une grille que j'avais fait faire chez moi, une grande grille, et il n'avait pas mis de protection par terre. Et par terre, je venais juste de mettre du carrelage qui était tout neuf, tout refait. Et donc, le vernis tombe, impossible de le laver, de le ravoir. Donc, j'arrive au village, je découvre le méfait, hyper énervé. Je traverse le village, j'arrive chez la personne qui avait fait ce travail, ce mauvais travail. Donc, il n'était pas dehors chez lui, je rentre dans sa maison. Et donc un peu énervé, à la française, il faut imaginer à la française, je m'énerve, je dis mais comment t'as fait ça? Comment t'as pu ne pas mettre du papier journal pour protéger un petit peu le carrelage et tout ça? Et je m'énerve. On se donne rendez-vous une demi-heure plus tard chez moi. Et là, il arrive chez moi et il me dit, tu sais Cédric, ce que t'as fait là, pour ça j'aurais pu te tuer. Parce que en fait, t'arrives chez moi, tu te permets de rentrer chez moi et tu me critiques. Et ici, ça se fait pas. Tu m'as offensé, je sais plus exactement comment il m'a dit ça, la brésilienne, et ça se fait pas. Donc moi, je lui ai dit, oui, mais tu sais, toi, ce que tu as fait comme boulot chez moi aussi, ça m'a offensé et ça se fait pas non plus. Mais cela dit, il était chez lui et... Mais tu l'aurais pas tué pour autant. Non, pas du tout, non. Et, pas du tout. Non, et en plus, il était sérieux, hein, parce que vraiment, les gens peuvent se tuer pour un truc comme ça. Parce qu'en fait, lui s'est senti, c'est ça. Lui s'est senti humilié, en fait. Il s'est senti humilié et il faut surtout pas humilier les gens. En fait, là-bas, il faut vraiment arriver avec une façon de parler un peu, nous, on appellerait ça un peu être faux cul, quoi. On appellerait ça un peu être hypocrite. Alors, faut prendre tous des chemins pour dire oui, mais alors ce que t'as fait, c'est pas machin, tu vois, t'aurais pas pu faire autrement. C'est le fameux shit sandwich américain, où en gros, on te dit quelque chose de bien, on te dit le fond de notre pensée, ça va pas du tout, puis on finit quand même par quelque chose de bien. Ah, peut-être, ouais, je connais pas ça, mais peut-être, ouais, c'est un truc un peu comme ça. Alors nous, Français, on est hyper rentre dedans, on se rend pas compte. C'est clair, on est assez agressif d'ailleurs, là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un geste ou une habitude brésilienne que t'as adopté, je sais pas, sans t'en rendre compte au fur et à mesure de ces années, peut-être par la parentalité, peut-être par le boulot, peut-être par autre chose? Alors, il y a les gestes du langage, parce que chaque langue a son propre langage. Donc, par exemple, quand on claque des doigts, ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps qui passe. Si on dit que... Ah ouais, ça veut dire que c'est trop long? C'est ça veut dire que s'il y a quelqu'un on avait rendez-vous et qui est toujours pas là, il met du temps, ou alors, ça a pris du temps, donc on claque des doigts, donc ça je le fais. Ou alors, quand on fait un geste de la main aussi pour dire que on n'est pas au courant de quelque chose. Donc tout ça, c'est des petits langages qui sont même corporels, en fait,
qui Ouais, bien accompagne sûr. le geste un peu à l'italienne, hein, d'ailleurs. Hein, moi qui ai vécu en Italie, ma che, mamma mia. Donc c'est un peu ça. Ça, je l'ai complètement adopté, ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des gens qui habitent ailleurs au Brésil qui me disent que j'ai l'accent du Maranhão, donc de l'État dans lequel on est. Ouais, Ouais. c'est marrant. En même temps, c'est là que tu as appris. Bien sûr, tout à fait. Et alors, une chose que le Brésil t'a appris sur toi-même, je sais que ça t'a transformé, je sais que ça, c'est un pays qui t'habite, en fait, aussi, d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au cours des 25 dernières années ? Du coup, je ne sais plus combien d'années on est. Eh bien, j'ai appris que j'étais beaucoup plus courageux que je le pensais et que j'avais... bon, après, moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi, une grosse estime de moi. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais me débrouiller à l'autre bout du monde. J'ai découvert que finalement, malgré toutes ces différences culturelles, même à l'autre bout du monde, en fait, on se ressemble énormément, qu'on peut, même sans forcément bien parler la langue, on peut trouver des complicités avec les gens, incroyables. Que la communication non verbale, c'est peut-être encore beaucoup plus sympa que la communication verbale. C'est génial. Même en tant qu'adulte, parce qu'on le dit souvent pour les enfants, que les enfants, finalement, le jeu, c'est le langage universel, des choses comme ça. Mais en tant qu'adulte, tu arrives justement à percer le mystère de ce langage non-verbal. Mais complètement. Alors moi, c'est quelque chose pour lequel je me suis retrouvé même des qualités. Parce que au départ, j'avais pas compris ça. Je me rappelle quand j'allais en classe avec l'école, tout ça, on allait dans des familles des fois, et on allait dans des endroits en Espagne, par exemple, et j'étais pas forcément excellent en espagnol, même si c'était pas trop mal encore, mais j'avais un pote avec qui j'avais été dans cette même famille qui était excellent en espagnol, et moi j'arrivais tout à fait à communiquer avec la dame qui nous hébergeait, et à faire de l'humour, et à rigoler, et lui il me disait « mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ?» Ah ouais, c'est Et en dingue. fait j'ai compris que il existe véritablement une communication non verbale qui probablement est un mélange d'empathie, de psychologie, d'essayer d'anticiper ce qu'est en train de dire la personne et de voilà, et ça crée des liens super en fait. En fait, quand on parle pas bien une langue, mais qu'on essaye de rentrer en communication avec la personne et que la personne en face fait les mêmes efforts, ça crée toujours des sourires, Ça va beaucoup plus du loin. rire. Les liens deviennent tout de suite beaucoup plus forts. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez sympa à découvrir. Ouais. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Je te propose qu'on reprenne le fil de notre chronologie. Aujourd'hui, tu vis où, Cédric ? Et ben aujourd'hui, je vis donc entre Barra do Corda, là où on a notre mission Robin Hood, et la charmante ville de Périgueux en Dordogne. Et alors, comment est-ce que la décision s'est faite, du coup, d'être à cheval entre les deux ? Est-ce que c'est une nécessité familiale, logistique, financière ? Enfin, je sais pas comment, ou juste aussi l'appel des racines. Comment est-ce que ça s'est fait, tout ça ? En fait, ce qui s'est passé, justement, ce que j'ai pas raconté tout à l'heure, parce que bon, je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que j'ai arrêté une des raisons, parce que c'est pas la seule raison, mais une des raisons pour laquelle on a arrêté l'école dans le village au bout de 10 ans, c'est parce que moi, personnellement, on s'est séparés avec la mère de mes enfants, eux sont venus vivre en France, pour les études, pour tout ça, c'était quand même voilà, plus sympa, quoi, plus logique, on va dire. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à faire des allers-retours, en fait. Et donc, je suis à cheval entre le Brésil et la France. Bon, maintenant, mes enfants sont grands, ils étudient à Lyon. Mais malgré ça, je suis quand même très, très attaché à mes racines et mes parents qui vivent aussi en France. Donc, c'est important quand même d'avoir toujours... Et puis, tu disais, t'es fils unique aussi... C'est ça, ouais. pour les liens aussi avec les parents, ça compte forcément. Et du coup, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui ? Là, tu disais, t'es rentré du Brésil il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu restes quoi Enfin, tu vas pour quelques mois à la fois ? Enfin, comment est-ce que tu t'organises ? À quoi ça ressemble ? Donc à peu près, c'est à peu près 3 mois en France, 3 mois au Brésil. Bon voilà, en principe un peu plus en France qu'au Brésil. Maintenant les enfants sont grands, donc on va voir comment je vais gérer le futur. Quand je suis en France, je gère mon association française et puis surtout je travaille beaucoup la communication. Je suis en contact perpétuel avec pratiquement en direct. C'est ça qui est génial avec Internet aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque du village. Donc je suis en contact quotidien avec mon équipe sur place.
sur lequel on échange. Là, juste avant de ce podcast, j'étais en train de résoudre des problèmes de repas des enfants, etc. Donc voilà. Et puis bien évidemment, quand je suis au Brésil, tous les jours, je suis à la mission, je suis à l'école, et il y a tous les jours des problèmes parce que c'est compliqué, parce qu'on est dans un endroit qui est voilà. Et justement, il n'y a pas une grande éducation, donc ça crée des problèmes, ça crée des soucis. Comme je vous ai dit aussi, la politique, on critique notre politique française, mais je vous assure que là où on est à Barra do Corda, c'est vraiment pas simple, parce que rien n'est fait pour l'éducation, absolument rien. Au contraire, on fait tout pour que. C'est grand comment comme ville, Barra do Corda ? C'est une grande ville quand même. On est sur du 90 000 habitants intramuros, puis justement tous ces villages aux alentours, on arrive presque à 110, 120 000 habitants, donc c'est quand même une assez grande ville. D'accord. Et voilà. Beaucoup de corruption aussi. C'est-à-dire que en fait, vraiment l'objectif n'est pas que les enfants soient instruits. C'est vraiment pas leur objectif. Compliqué. Donc là-dedans, nous, on est un peu des. C'est quelqu'un qui m'a dit ça récemment, parce que c'était au mois de novembre dernier. Il y avait un moment, j'étais un peu dans une crise, j'en avais un peu vraiment marre parce qu'il y avait vraiment que des soucis, et quelqu'un m'a dit: Cédric, mais arrête de te plaindre. Tu sais très bien que ce que tu fais, de toute façon, tu es dans la résistance, et que dans la résistance, il peut pas y avoir une journée de paix. Tu es toujours en guerre. C'est normal. Et en fait, le fait qu'il m'ait dit ça, d'un seul coup, je me suis assis. Tout est plus clair. Et je me suis dit, mais ouais, super. Il a trouvé les bons mots pour me réconforter et me dire, mais oui, mais c'est exactement ça. Je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour tout faire pour qu'on arrive à des résultats et qu'on arrive à nos objectifs avec ses enfants, coûte que coûte, quoi. C'est impressionnant, mais en même temps, faire partie de la résistance toute sa vie, ça a un côté épuisant aussi, non ? Ouais. Ouais, alors là, non, là, tu touches tu touches quelqu'un, comme on dit en français, une corde sensible. Voilà. Tu touches une corde sensible, parce que c'est vrai que c'est très fatigant. Les voyages aussi sont très fatigants, sont épuisants. D'avoir 2 vies, c'est très fatigant. Ça, je le dis aussi justement pour les expatriés. C'est vraiment pas un conseil que je vous donne. Ayez une vie et voyagez beaucoup, comme les cadres par exemple. Mais n'ayez pas 2 vies, parce que vous en avez aucune en fait à la fin. Et donc oui, c'est épuisant d'être toujours dans la résistance. Et c'est pour ça que j'ai toujours espoir, et je me dis, est-ce qu'on va pas réussir à unir un peu nos forces, et qu'on va pas rencontrer des gens qui ont envie de nous aider, qui ont envie de partager ce qu'on fait, que ce soit des volontaires, que ce soit pour nous financer davantage. Parce que bien évidemment, moins on a de conditions financières, moins on a d'argent, et plus ça rend les choses difficiles, plus on est dépendant, plus on... Voilà. Des projets, c'est pas ce qui manque, mais à un moment donné, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Alors justement, parlons-en. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail, la mission, l'asso, les écoles ? Alors écoutez, en rentrant en contact avec moi directement, ou alors sur Instagram. Comment on fait ça ? Sur Instagram ? Alors, je peux laisser bien évidemment un numéro de téléphone, WhatsApp, etc. Je peux laisser un mail, et puis bien évidemment, on a WhatsApp, on a Instagram. Instagram, ça doit être Missao Robin Hood. Missao, donc parce que c'est en portugais, ça veut dire mission. Robin Hood, donc Robin des Bois, exactement. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous l'appelez Robin des Bois ? Ça aussi, mais oui, aussi, ça a été un grand question, enfin une question qui m'a été faite plusieurs fois. Et donc voilà, donc comment nous aider, rentrer en contact avec nous, et puis on vous expliquera. Voilà, on peut parrainer un enfant, par exemple, avec 30 € par mois. On peut parrainer complètement les études d'un enfant chez Robin Hood, donc sauver un enfant, parce que c'est sauver. Hein, l'éducation, c'est quelque chose qui sauve en fait, qui sauve une vie. Hein. C'est absolument incroyable de voir ces enfants qui sont réinsérés au bout d'un an, certains 1 an, certains 2 ans, certains 3 ans. Mais je t'assure que des fois, on est parti sur des enfants où on se disait, mais on n'y arrivera jamais. Il y a des enfants, tu leur répètes 1 + 1, ça fait 2. Tu le répètes 10 fois, au bout de 30 secondes, ils ont déjà oublié qu'1 + 1, ça fait 2, et tu dis, mais comment je vais faire ? Mais malgré tout, on arrive toujours à avoir des résultats. Et c'est incroyable, parce qu'on a plus de la moitié des enfants qui sortent de chez nous, même si c'est des fois en 2-3 ans, qui, en fait, quand ils sortent de chez Robin Hood, ils deviennent les meilleurs élèves de leur propre salle de classe, alors qu'ils étaient considérés comme irrécupérables. Donc, est-ce que c'est ça ta plus grande fierté aujourd'hui ? Mais c'est super. Ça, et quand tu vois un enfant qui arrive très triste chez nous,
et qu'au bout de quelques mois, il s'ouvre et il a un sourire. Parce que souvent, on me dit, oui, mais Cédric, alors les statistiques, t'as aidé combien d'enfants, machin. Mais il y a un moment où les statistiques, c'est super, mais comment on peut comptabiliser... Ça raconte pas l'histoire Ça derrière. raconte pas l'histoire. Comment on peut comptabiliser le sourire d'un enfant? Un enfant qui était triste et qui d'un seul coup sourit à la vie. C'est pas comptabilisable et c'est déjà énorme. C'est énorme en fait. C'est pas seulement une question de savoir des maths et du portugais. C'est simplement déjà d'avoir fait un enfant heureux et prêt à enfin avoir envie d'étudier. C'est déjà une victoire énorme. On s'en rend même pas compte. Ça, c'est génial. Écoute, ça donne envie, en tout cas, de suivre tout ce que vous faites. Je te dis un grand bravo. Est-ce que tu arrives à te sentir encore chez toi quelque part aujourd'hui, justement, comme tu parlais de ces deux vies, de vivre... le risque de vivre deux vies, c'est d'en vivre aucune. Où est-ce que tu te sens chez toi encore aujourd'hui? Alors écoute, sachant que j'ai vécu aussi 14 ans de ma vie en Italie et à Milan, donc et en fait, comme j'ai vécu à Milan les 11 premières années, j'étais enfant et adolescent. En fait, le seul endroit au monde où je me sens chez moi, je me suis toujours dit que je me sentais chez moi, c'était à Milan. Et même si ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, j'ai l'impression que Milan, c'est ma ville. Voilà, si on devait me dire un endroit où t'es chez toi, c'est vraiment Milan. Mais après, franchement, Anne-Fleur, je me sens... Ça n'a rien à voir avec cette histoire de deux vies. Je me sens vraiment de la planète Terre, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le fait d'avoir justement une vie en Italie, encore d'avoir eu une vie en Italie, d'en avoir une au Brésil et une en France. Mais il y a un moment, je veux dire quelque chose de tellement bête, tellement banal, de tellement... Mais on se demande pourquoi il y a des frontières. Enfin, c'est ça qui est génial, quoi. C'est de pouvoir aller partout, de pouvoir apprendre à travers d'autres cultures, pouvoir partager avec des gens différents. C'est ça qui fait le monde beaucoup plus joli. Enfin, on vit sur une planète, sur un monde. C'est un monde qui est le monde de tout le monde. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, tout ce qui se passe actuellement. Mais moi, je me sens pas ni français, ni brésilien, ni italien. Je me sens les trois. Et je suis sûr que si demain j'étais appelé pour faire un travail en Afrique, le même, je me sentirais complètement africain. Je me sentirais... Il y a rien de plus génial, quoi, que d'aller apprendre et d'aller partager une culture avec des autres personnes, quoi. Dire, si j'avais d'autres vies, je pense que c'est ce que je ferais. Je recommencerais ce que j'ai fait là, mais ailleurs, sur un autre continent, ouais, c'est sûr. Bah, c'est génial. Et alors justement, comment est-ce que tu vois le futur? Est-ce que tu te vois continuer à faire ça? Est-ce que tu te vois tenter de reproduire cette expérience peut-être dans d'autres coins du Brésil qui pourraient en avoir besoin? Ou enfin, je sais pas, comment est-ce que tu envisages la suite? Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend de l'argent. Si on avait plein d'argent, je multiplierais par 10 notre aide et on irait dans d'autres coins du Brésil et puis on pourrait l'exporter ailleurs. En fait, ça dépend aussi des gens. S'il y a des gens qui écoutent et qui se disent tiens, ce serait sympa d'appliquer cette méthodologie ici ou là, moi je suis hyper ouvert. Je ne fixe pas de limites et pas de barrières. Il se trouve que pour l'instant, on est très très humble, très modeste. On aide uniquement entre guillemets que 90 enfants par an, mais on pourrait en faire 500. C'est énorme quand même. Ça a un impact. Ouais, mais énorme. depuis 20 ans, j'aurais bien voulu qu'on puisse agrandir un peu, mais c'est pas simple. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si jamais, on sait pas, il y a des Brésiliens qui m'écoutent, je crois que c'est quand même... On a quelques auditeurs au Brésil. Hein. Ah. Si vous m'écoutez, queridos brasileiros, j'ai vraiment besoin de votre aide. Parce qu'après tout, ceux qu'on aide, c'est des enfants brésiliens. On a créé une ONG brésilienne sur place il y a 5 ans, dans la ville de Barra do Corda, pour pouvoir recevoir des dons brésiliens, pour pouvoir aussi gérer la mission de près. Donc c'est une petite sœur, on va dire, de l'association Santa Vitória que j'ai créée en France, qui a du mal à se développer parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des volontaires, et puis bien évidemment de l'argent. Mais s'il y a des Brésiliens qui m'écoutent, on est en train d'aider les enfants de votre pays. J'ai besoin de votre aide. Vous qui êtes Brésiliens, qui habitez peut-être à l'étranger aussi, qui connaissez la réalité de votre pays, venez nous aider. On en a mais vraiment, vraiment besoin. Ça serait super. Écoute, le message est passé. Tu me donneras les coordonnées de toutes ces assos et ONG pour qu'on puisse justement relayer un peu tous ces messages.
J'ai une question traditionnelle que je pose à la fin de chaque épisode, Cédric. Peut-être qu'Anne-Sophie te l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas. Si tu pouvais revenir à un moment de ta vie et te souffler un petit conseil au creux de l'oreille, ça ne veut pas dire que tu changes le cours des choses. Si tu as envie, tu peux, mais voilà. Tu choisirais de revenir quand, où, et puis surtout, tu te dirais quoi ? Si je devais revenir en arrière et changer quelque chose, ce serait quelque chose sur ma personnalité à moi qui nous permettrait peut-être d'avoir davantage de soutien. C'est-à-dire qu'en fait, je suis au départ documentariste, je faisais des films, etc. Et la passion de la vidéo est née chez moi parce que je supporte pas être filmé et être photographié. Faut faire français. J'aime pas être photographié. Ouais. Donc quand il y avait des fêtes de famille, qu'il y avait des choses comme ça, je filmais. T'es celui derrière l'appareil photo, mais photo. Pas. Et c'est comme ça que la passion est née. C'est comme ça que tout le monde m'a dit, mais tu devrais en faire ton métier, etc. Et donc, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que, effectivement, c'est quelque chose qui m'a finalement beaucoup desservi pendant toutes ces années. Tu sais qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de l'image, où il faut se montrer, il faut faire des stories, il faut aller sur Insta, il faut blablater. Il faut répondre à des interviews podcast. Il faut répondre à des interviews podcast, encore que là, je ne suis pas filmé, donc ça va. Mais et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment pour moi un travail assez pénible, énormément pénible même quand il s'agit de mon image. Et donc, si je pouvais revenir en arrière, je me forcerais davantage, surtout à l'époque où j'étais plus jeune et j'étais quand même plus présentable. Et véritablement, j'aurais dû faire ça depuis le départ. J'aurais dû beaucoup plus montrer notre travail, filmer, moi me mettre en avant en fait. Tous les documentaires que j'ai faits, tout ça, on me voit jamais. C'était un choix personnel. C'était la caméra, c'est mettre en valeur ceux que je filme. Ça a toujours été ma vie. Mais c'est vrai que les gens aiment bien qu'on raconte une histoire, en fait, et qu'on comprenne les personnages au cœur de l'histoire. Moi, je pense que dans les documentaires, j'aime pas trop quand il y a le journaliste qui se met en avant et qui... alors moi j'ai fait ça, moi je suis là... Enfin, c'est pas du tout mon style. Moi, si je parle je raconte l'histoire de l'Amazonie où il y a des gens qui vivent et qui pêchent et qui vivent de leur pêche, etc. J'ai pas besoin de m'asseoir à côté, sauf si c'est un reportage Canal ou ça dépend de comment c'est fait. Mais dans un documentaire, j'ai pas besoin qu'on voit ma tronche. C'est eux que je veux mettre en valeur et on peut très bien le faire sans me voir et même pratiquement sans entendre mes questions dans la mesure du possible. Et j'aime bien qu'on n'entende même pas ma voix. Mais en ce qui concerne l'école, ça n'a pas été un bon choix, ça m'a desservi et ça m'aurait servi énormément de me montrer, d'être là, d'expliquer les choses, d'être la figure représentative. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et j'essaye de changer ça. Et ça m'a vraiment, c'est dommage parce que les gens ont besoin, quand on fait quelque chose comme ça, d'avoir une figure représentative, d'avoir une personnalité. Et en fait, il y a personne de mieux qui incarne en fait. Il y a personne de mieux que moi pour en parler. Et c'est vrai. Eh ben, écoute, en tout cas, bravo. Moi, ça me donne envie d'aller suivre votre aventure aussi. On mettra tous les liens qui correspondent à tout ça. Vous les retrouverez dans la description de l'épisode. Vous les retrouverez sur le compte Instagram du podcast et puis dans l'article qui accompagnera cet épisode sur French Morning. Et puis si vous ne trouvez encore pas, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai tout ça. En tout cas, je te dis un immense merci, Cédric. C'était passionnant de suivre ton histoire, ton parcours. Bravo pour tout ce que tu fais. Et puis je te souhaite ainsi que tous tes projets et à tous ces enfants, tout le meilleur pour le futur. Merci beaucoup. C'était vraiment super sympa et j'ai adoré participer à ce podcast et je vous remercie du fond du cœur et j'espère que ça puisse aussi éventuellement intéresser d'autres personnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Cédric pour ce super chouette moment qu'on a passé ensemble. Et puis, je tiens aussi peut-être à vous parler de la personne qui a rendu cet épisode possible et qui m'a rejointe il y a quelques mois pour m'aider en fait à trouver de chouettes histoires à vous raconter. Il s'agit d'Anne-Sophie Matichard. Anne-Sophie, j'adresse un immense merci pour tout ce que tu fais. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'en parler autour de vous et puis peut-être de nous dire en fait ce que vous avez aimé dans cette histoire. Pour cela, rendez-vous sur les applis de podcast. Vous pouvez nous donner 5 étoiles, laisser un petit mot ou encore sur Instagram qui est le réseau social sur lequel on est le plus actif. En tout cas, nous, on adore vous lire. Alors un grand merci par avance.
Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Je vous remercie encore d'être là chaque semaine. C'est un immense privilège de faire ce podcast pour vous et avec vous. Merci d'être là, merci pour votre fidélité et merci pour tous vos partages qui comptent énormément. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À très vite.